Alors bonjour à tous et bienvenue dans le tuto Histoire géopolitique sciences politiques de la salle 204. Alors aujourd'hui on va continuer à s'intéresser aux frontières dans sa deuxième partie qui s'intitule officiellement les frontières en débat. Alors qu'est-ce que veut dire les frontières en débat? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce chapitre? Eh bien précédemment dans le chapitre 1 on a vu à quoi ressemblaient les frontières. Et bien là on va plutôt voir comment elles se créent, comment elles se fixent. C'est ça l'idée de frontières en débat. Et on verra des frontières terrestres, partie 1, et des frontières maritimes, partie 2. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de manière globale avant de voir quelques exemples? Eh bien c'est que la fixation de ces frontières peut se faire en gros de deux manières, soit par la guerre, soit par la diplomatie. Autrement dit, la fixation de la frontière est un rapport de force, où le curseur est plus ou moins mis du côté de la guerre ou du côté de la diplomatie. Alors pour mieux comprendre ces rapports de force, prenons l'exemple de la Crimée. La Crimée, c'est un petit morceau de territoire en mer Noire. En 2014, au début de l'année 2014, il appartient à l'Ukraine. Or, à la dissolution de l'URSS, la Russie l'avait réclamé parce qu'il constituait un espace géopolitiquement très intéressant pour sa flotte et le réclame depuis. Revenons en 2014. Eh bien en 2014, profitant d'un désordre politique interne à l'Ukraine, des milices armées s'emparent du pouvoir en Crimée. Elles sont soutenues en réalité par le pouvoir de Vladimir Poutine, le russe. Eh bien ces milices finissent par provoquer la même année 2014 un référendum qui à plus de 96% donne raison aux indépendantistes et réclame que la Crimée fasse partie de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les frontières de la Russie changent, et celles de l'Ukraine aussi. La Crimée passe du côté russe. Face à la menace russe, militaire, l'Ukraine n'ose réagir. Bref, on est dans le rapport de force, ici, du côté très hard, du côté très guerrier, et pas du tout, ou très peu, du côté diplomatique. On est bien dans la fixation d'un rapport de force qui fixe la frontière. Alors, aujourd'hui, où on en est-on? Eh bien, cette frontière n'est pas acceptée ni par l'Ukraine, ni par la communauté internationale. Que dira l'avenir? Alors, je ne suis pas Madame Irma, même en salle 204, mais pour autant, eh bien, on peut dire qu'il y a plusieurs scénarios. Le scénario le plus hard, c'est que l'Ukraine prenne les armes et récupère la Crimée. C'est très peu probable face à l'armée russe. Donc la voie va plutôt s'inverser du côté plutôt diplomatique. Eh bien, sans doute que d'ici quelques années, eh bien, nous verrons un traité diplomatique entre l'Ukraine et la Russie, et la fixation et l'acceptation de cette frontière, ou au contraire, la reprise du conflit. Bref, tout dépendra du rapport de force entre les deux pays. Voilà ce qu'il faut déjà retenir dans ces frontières en débat, c'est que les frontières se fixent entre guerre et diplomatie. On en arrive donc à notre première partie, la frontière en débat au niveau terrestre. Eh bien, prenons la frontière tout d'abord dans ce qu'elle est. La frontière est finalement un triple marqueur. C'est d'abord un marqueur de possession. Possession, ceci est à moi. Le premier qui arrive et qui change ma frontière, je lui fais la tête au carré. C'est ce que je possède. Deuxième marqueur, la frontière est facteur de puissance. Plus je suis puissant, plus j'ai tendance non seulement à affirmer ma frontière, mais parfois même, on a vu avec la Russie, on le verra avec la Chine dans les espaces maritimes, à l'étendre quand c'est possible. Marqueur de puissance donc. Et puis le troisième marqueur, c'est un marqueur d'identité. Ici, c'est chez moi culturellement, linguistiquement. Ici, on parle alsacien, ou on parle franc-comtois. Eh bien, ces marqueurs sont, quand ils exacerbent notamment le nationalisme, porteurs en eux-mêmes de conflits. C'est ce qu'on va voir à partir de notre premier jalon, qu'est la frontière germano-polonaise entre 1939 et les années 90. Donc en quoi la Pologne illustre nos frontières en débat? Alors, la Pologne, ces derniers siècles, est un peu l'histoire d'un grignotage. Je m'explique. Au Moyen-Âge, le royaume de Pologne était important, était même une grande puissance en Europe centrale. Puis petit à petit, il a été grignoté et affaibli par ses voisins. La Prusse à l'ouest, la Russie à l'est, et même l'Empire d'Autriche, peu à peu, l'ont grignoté et même absorbé. Les nationalismes au XIXe siècle l'ont fait renaître, et ça a été confirmé, cette renaissance, par le traité de Versailles, à la suite de la
Première Guerre mondiale. Donc en quoi, depuis cette date, eh bien, la frontière germano-polonaise pose débat et pose problème en Europe centrale. Alors la première partie de cette étude de cas, c'est une Pologne dépecée en 1939. Revenons un petit peu avant pour comprendre. Eh bien, le traité de Versailles agrandit la Pologne au mépris des populations allemandes, puisque l'Allemagne a perdu la guerre, on l'a punie, et elle est grignotée dans sa partie est. Conséquence, la Pologne s'étend, elle, vers l'ouest. Alors pour autant, on tient, selon Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ces fameux 14 points, eh bien, on tient compte de certaines enclaves, et c'est en particulier l'enclave de Prusse orientale. Autrement dit, il y a un morceau d'Allemagne détaché de l'Allemagne, et séparé par un territoire polonais qui s'appelle le détroit de Danzig. Alors forcément, le nationalisme allemand agité par le nazisme va vouloir annexer ce corridor de Danzig pour retrouver une Allemagne plus réunifiée. Les nazis vont s'en servir comme argument dans la prise du pouvoir, et très vite, eh bien, la Pologne va être attaquée. C'est ce qui se passe en septembre 1939. Retrouver la plus grande Allemagne, le pangermanisme continue avec le nazisme sous une autre forme finalement. Donc la frontière est complètement bouleversée, d'autant plus que les Allemands ont signé avec l'Union soviétique un traité secret qui permet en même temps à l'Union soviétique d'envahir la Pologne de l'autre côté. Les Polonais sont donc en quelques semaines complètement écrasés et la Pologne disparaît. Et avec elle, bien entendu, ses frontières durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième temps pour notre frontière germano-polonaise, le temps de la frontière imposée 1945. L'Allemagne est défaite, la Pologne, elle, est dans le camp des Alliés. Donc on va lui donner satisfaction. Sauf que il faut donner également satisfaction à l'Union soviétique. Donc du coup, les frontières vont glisser vers l'ouest. Et l'Allemagne va effectivement être grignotée, donc elle, de ce côté est. Ces choses ont été vues au traité de Potsdam, qui ne réunit ni Allemands ni Polonais d'ailleurs, mais la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre, tracent en partie les nouvelles frontières européennes. C'est le cas de la Pologne, qui est fixée, pour essayer de mettre tout le monde d'accord, sur une ligne qui en réalité ne convient à aucun peuple, qui est une frontière naturelle, la ligne Oder-Neisse, des noms des deux rivières, l'Oder et la Neisse, frontière naturelle désormais entre la RDA, qui est en train de naître, et la Pologne. Alors, la population, du coup, eh bien, migre. Des Allemands quittent la Pologne pour la RDA ou la RFA, et puis des Polonais quittent en masse 10 millions également des territoires annexés par l'Union soviétique. Il y a vraiment transformation complète d'une grande partie des frontières de la Pologne. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, sous l'égide, pour ne pas dire sous la pression de l'Union soviétique, la RDA et la Pologne finissent par accepter très rapidement cette frontière qui est donc imposée par l'Union soviétique en grande partie et approuvée par la Grande-Bretagne et les États-Unis, encore une fois, tout cela ayant été vu et décidé à Potsdam en 1945. Troisième et dernier temps de notre étude, le temps de la frontière petit à petit acceptée. Eh bien, revenons dans les années 50. Eh bien, cette frontière Oder-Neisse ne va pas être dans un premier temps reconnue par le côté occidental de l'Allemagne, la RFA. Nous sommes donc dans un conflit de type guerre froide. Et puis, peu à peu, cette guerre froide va changer de nature et dans la période de la détente, dans les années 70, eh bien, la RFA va se rapprocher de la RDA, mais va également se rapprocher de la Pologne. Déjà dans l'idée, un jour d'ailleurs, de la réunification de l'Allemagne. Et du côté de la RFA, on comprend qu'il n'y aura pas réunification s'il n'y a pas acceptation des frontières. C'est pour cela qu'un traité est signé en 1970 entre la RFA et la RDA,
reconnaissant avec la Pologne l'intangibilité, c'est-à-dire que les frontières ne bougeront plus si un jour l'Allemagne doit se réunifier. On se dirige donc vers une frontière acceptée. Arrive en 1989 la chute du mur de Berlin, puis bientôt la disparition de l'URSS. Entre les deux, 1990, très vite, l'Allemagne se réunifie et signe avec la Pologne le traité de Moscou, 1990, qui est l'acceptation définitive, en tout cas pour l'instant, de cette frontière Oder-Neisse. On se dirige donc vers une frontière pacifiée, comme le montre par exemple cette plage de la Baltique, où finalement la frontière n'est plus qu'un accès à la plage. On voit bien donc au total, dans cette étude de jalon de la frontière germano-polonaise, que l'on a eu, selon les époques, un rapport de force différent. On a eu le plus brutal, l'invasion nazie, mais on a eu aussi le plus soft, à la fin, le traité de Moscou. On accepte, parce que l'Allemagne doit se réunifier, parce que l'eau a coulé sous les ponts et qu'il faut bien aller de l'avant, les frontières issues de la lointaine Deuxième Guerre mondiale. Alors pour autant, est-ce que ces frontières sont fixées pour l'éternité? Eh bien, pas forcément, puisque aujourd'hui le nationalisme allemand reprend vigueur, et peut-être que justement cette frontière, dans l'avenir, refera de nouveau parler d'elle. Alors, au-delà du jalon, élargissons un peu, qu'est-ce qu'on peut dire des frontières terrestres en débat en ce début de XXIe siècle? Eh bien, tout d'abord, comme on l'a vu en introduction, il n'est plus de bon ton aujourd'hui de contester sa frontière au niveau international. Le principe est plutôt au gel, à l'intangibilité de la frontière. D'ailleurs, très peu d'États ont envahi d'autres États ces 30 ou 40 dernières années sans réaction très vive de la communauté internationale. Alors pour autant, est-ce que toutes les frontières sont acceptées? Eh bien non. Environ 20% des frontières font l'objet au minimum de litiges, voire de conflits. Alors, qu'en est-il tout d'abord de l'Europe? Regardons un peu. Eh bien, les frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale, comme celles germano-polonaises, sont aujourd'hui pour la plupart acceptées. Pour autant, de nouveaux conflits ont vu le jour. Alors, premier de ces conflits, l'ex-Yougoslavie dans les années 90, réglée en 95 par les accords de Dayton, a donné naissance à de nouvelles frontières en Europe, avec la fragmentation de l'ex-Yougoslavie en Serbie, Croatie, etc. Aujourd'hui, en 2020, eh bien, c'est plutôt, pas plutôt, mais même complètement à l'Est que les choses se passent. Et surtout que les frontières sont contestées, et notamment du côté ukrainien. On a vu le cas de la Crimée, mais il y a aussi d'autres régions en Ukraine qui sont contestées, et notamment sa partie nord-est, le Donbass. De nouveau, l'acteur russe, l'ours russe, essaye de grignoter du territoire. Donc des frontières restent en conflit dans une partie de l'Europe. On pourrait citer également le Caucase. Au niveau mondial, finalement, comment peut-on classer ces conflits? Eh bien, on peut retenir 3 raisons de ne pas s'entendre. La première, c'est le séparatisme. Un peuple, une nation, une ethnie veut son État. Eh bien, je prendrai 2 exemples rapides. Le premier, ça a été la naissance du Soudan du Sud, et peu à peu reconnu par la communauté internationale. Un autre exemple qui fait débat, c'est la question kurde, à cheval sur la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Turquie. Eh bien, cet État kurde existe en partie concrètement, mais n'a pas encore de véritable frontière en tant qu'État. C'est donc un enjeu de frontières et de séparatisme, avec des rapports de force, là aussi, plus ou moins violents ou plus ou moins diplomatiques selon les acteurs, plutôt violents du côté turc par exemple, plutôt conciliants, en tout cas pour l'instant, du côté irakien par exemple. Donc le séparatisme, premier facteur. Deuxième facteur, le nationalisme. Et bien là, on peut reprendre l'exemple russe, continuer à s'étendre. On pourrait prendre également l'exemple chinois, on le verra là encore
en mer de Chine, notamment essayer de s'étendre par esprit national, voire de retrouver des territoires, comme par exemple l'île de Taïwan, peut-être demain, on ne sait pas, mais en tout cas ça peut être là aussi un facteur de conflit, puisque Taïwan a la protection des États-Unis. Troisième facteur de mésentente, un peu plus soft, ce sont les problèmes de gestion. Alors là, ils sont nombreux, certains font l'actualité, comme par exemple la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et on voit bien ces dernières années que Donald Trump ne s'entend absolument pas sur ce sujet avec son homologue mexicain. On pourrait, aux frontières de l'Europe, trouver d'autres exemples, comme par exemple la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Bref, au total, vous le voyez, les frontières restent en débat. Et même si le droit international essaye de s'étendre, si l'ONU notamment essaye de défendre l'idée d'intangibilité de la frontière, elles restent ces frontières, l'objet de rapports de force, et peuvent te grignoter quand un État est plus faible qu'un autre, même si il est protégé par des alliés. Ça a été encore une fois le cas complètement de l'Ukraine. Alors maintenant, qu'en est-il, et ça va être notre deuxième partie, des mers et des océans.